Saint-Malo est une très belle cité portuaire, fortifiée, entourée par une multitude de bastions qui devaient en assurer sa défense. Les premières fortifications de Saint-Malo remontent au XIIe siècle. La cité est alors le théâtre d'affrontements entre les ducs de Bretagne et les rois de France qui tour à tour la conquièrent pour être finalement rattachée au domaine royal en 1448. C'est sous le règne de Louis XIV que la cité des corsaires doit ses plus imposantes constructions. Riche grâce au commerce maritime florissant organisé par ses célèbres capitaines et corsaires, Saint-Malo attise les regards des puissances étrangères que sont les Anglais et les Hollandais. Le roi Soleil charge Vauban d'un projet de fortification sur les îlots de la baie de Saint-Malo, dont la base est le fort national, le fort du Grand Bay, le fort du Petit Bay et le fort de la Varde, sans oublier l'enceinte médiévale de la ville qui est alors renforcée. Mais sans plus attendre, nous partons à la découverte de la ville et commençons par le château de Saint-Malo, qui comprend l'hôtel de ville, la tour générale et le grand donjon. C'est dans cette partie de la forteresse que se trouve le musée d'histoire de la ville et du pays malouin. Nous pénétrons dans la ville intramuros par la porte d'entrée principale, la double porte Saint-Vincent. Puis nous nous dirigeons vers la place de la mairie et l'hôtel Chateaubriand. Nous rejoignons la porte Saint-Thomas pour accéder à la haute muraille et son chemin de ronde qui cerne et protège la ville de Saint-Malo sur plus de 2 km. Nous poursuivons notre chemin et profitons de la vue sur le large, sur les îlots et fortins qui entourent la ville. Nous observons la tour Bidoine avec sa forme originale de fer à cheval qui est caractéristique de son époque. De sa plateforme supérieure, on découvre l'un des plus beaux points de vue des remparts et surtout la statue du corsaire Surcouf pointant son doigt sur l'ennemi anglais.
Nous survolons les remparts avec la petite porte qui permettait de sortir tous les soirs les dogues qui étaient lâchés sur la plage pour empêcher toute intrusion. Né à Saint-Malo, Robert Surcouf fut l'un des plus riches corsaires armateurs de la ville, où il résida dans ces lieux durant 26 ans. Jusqu'au milieu du XIXe siècle, le port de Saint-Malo est un port d'échouage qui permet de placer Saint-Malo au rang des principales villes maritimes françaises. Le port de Saint-Malo se divise en deux zones. Le port intérieur, composé de 4 bassins à flot, accueillant les activités de pêche, de commerce et le port de plaisance Vauban. Aujourd'hui, Saint-Malo accueille El Galeó Andalucía, une réplique exacte d'un galion espagnol du XVIIe siècle. C'est l'heure de se promener dans les ruelles animées de Saint-Malo et de découvrir les jolies boutiques, ses produits locaux et ses endroits insolites. Cette maison, qui faisait partie de l'enceinte primitive, a été la maison de la duchesse Anne. La souveraine y aurait logé lorsqu'elle vint surveiller les travaux du château. Notre regard gourmand est attiré par les jolies vitrines remplies des délices locaux tels le kouign-amann, le phare breton, les crêpes et les galettes. Une autre halte inévitable dans la ville à la Maison du Beurre. Jean-Yves Bordier est le dernier artisan à travailler à la main son beurre de baratte et de le saler à l'ancienne, à la volée. Cet hôtel particulier fut construit par l'armateur et corsaire François-Auguste Magon de Lalande. Cette demeure se visite, montre l'environnement dans lequel vivaient ces gens fortunés et dévoile des passages secrets et souterrains qui permettaient d'échapper à l'autorité et aux impôts.
À Saint-Malo, il existe un lieu de rencontre incongru, avec une décoration qui prête à rire, à admiration, à interrogation ou à angoisse. C'est le café du coin d'en bas, de la rue du bout de la ville, d'en face du port, la Java. Un bistrot de quartier depuis 1820, élu plus beau café de France en 2008. La cathédrale Saint-Vincent, au centre de l'enceinte fortifiée, a mis 7 siècles pour être construite. Son clocher servait autrefois à sonner le couvre-feu pendant lequel étaient lâchés les chiens du guet afin d'assurer la protection de la ville durant la nuit. Cette cathédrale renferme de magnifiques vitraux figuratifs qui illustrent des moments de l'histoire religieuse de Saint-Malo. À l'intérieur de la cathédrale se trouve un maître d'autel et d'autres mobiliers et sculptures très modernes. Ces œuvres ont été réalisées par Arcabas, peintre et sculpteur français reconnu pour son importante production dans le domaine de l'art sacré contemporain. Nous entrons dans une des traditionnelles biscuiteries bretonnes. On y trouve des produits locaux pour les plaisirs de la bouche, mais aussi toutes sortes d'autres produits pour les touristes. Force est de constater un marketing breton très développé pour mettre en avant les produits de la région. C'est toujours très agréable d'être face à ces poissonneries bien achalandées qui proposent des crustacés, des coquillages et du poisson frais.
symbole d'amitié, la Maison du Québec a été mise à la disposition du gouvernement du Québec par la ville de Saint-Malo en 1984. Elle fait référence à la découverte du Canada par Jacques Cartier. Ces emblématiques brise-lames ou milliers de pieux en bois, plantés dans le sol, protègent les remparts de Saint-Malo durant les fortes tempêtes. Nous quittons les remparts par la porte Saint-Thomas et nous nous rendons au Fort National, accessible uniquement à marée basse. Il est l'un des emblèmes de Saint-Malo. Construit sur le rocher de l'Îlet, le Fort National est un repère pour les Malouins et une curiosité pour les visiteurs. Nous traversons la plage à marée basse pour atteindre le Fort National et le visiter. Ce fort était le bastion avancé de la cité corsaire. Il s'inscrit dans l'ensemble des fortifications qui allaient jusqu'au fort Lalatte. Son objectif était donc de protéger les fortifications de Saint-Malo et surtout la tour de Bidouane, qui servait alors de poudrière à la ville. Une dernière visite s'impose, faire un survol de l'île du Petit-Bay et nous rendre sur la tombe de celui qui fut l'enfant de Saint-Malo, Chateaubriand. Le fort de l'île du Petit-Bay, qui fut construit par Vauban au XVIIe siècle, est un véritable navire à l'ancre qui a défendu la cité corsaire. À marée basse, l'île du Grand-Bay devient une presqu'île où l'on peut aller à pied sur un chemin de pierre pour se recueillir sur la tombe de Chateaubriand. C'est à Saint-Malo que l'écrivain Chateaubriand est né et a voulu être enterré. La mer, c'est le point de départ de sa vie et de son œuvre, comme une invitation au voyage et à l'écriture. Il écrivait « Il n'y a pas de jour encore où, en rêvant à ce que j'ai été, je ne revois en pensée le rocher sur lequel je suis né. » Nous observons le tombeau de Chateaubriand où l'écrivain semble poursuivre sa conversation avec la mer. C'est un endroit magnifique et une vue imprenable sur la citadelle et ses environs. Cette île face à l'océan est un véritable havre de paix.
On y écoute le bruit du vent et de la mer. C'est un site spectaculaire qui nous assure un dépaysement total. Saint-Malo intramuros a été fondé sur un îlot rocheux par le moine gallois Maclot. La cité corsaire est entourée de remparts dont les plus anciens datent du XIIe siècle. De nombreux grands hommes y ont vécu, tels Chateaubriand, Surcouf, Jacques Cartier et la duchesse Anne. Dans cette ville, nous avons pu visiter le bateau corsaire Étoile du Roi, la Malouinière, la Ville-Bague, la maison où séjourna Jacques Cartier, l'île de Léo Ferré, Cancale et la presqu'île du Groin, Roteneuf et les rochers sculptés, et la tour Solidor, sentinelle sur la Rance. Saint-Malo est une cité à part qui nous livre toujours d'heureuses surprises, qui nous incite à visiter et surtout à revenir.